Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire consacré aux infirmiers nouvellement installés en libéral et co-animé avec notre partenaire de l'assurance maladie, représenté aujourd'hui par la caisse maladie d'assurance par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Je suis Laurence Ballot, je suis responsable relations cotisants à l'URSSAF Alsace et je m'excuse auparavant pour ma voix qui est un petit peu défaillante, mais c'est de saison. Donc, je vais laisser le soin à mes collègues de se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Amoroso, je suis responsable accueil à l'URSSAF Alsace. Bonjour, Francis Bernard, donc chargé de mission au service installation des professionnels de santé de la CEPAM du Bas-Rhin. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce webinaire, j'aimerais porter à votre attention quelques petites considérations pratiques concernant le déroulé de cette webconférence. Donc, je vous informe tout d'abord que vos micros et vos caméras peuvent être activés. Par contre, la webconférence est enregistrée. En conséquence, si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette vidéo, veillez à vous assurer que votre micro et votre caméra sont bien coupés. Le lien vers le replay ainsi que le support seront disponibles dans quelques jours sur les chaînes YouTube des URSSAF Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Autre petite précision, vous avez un onglet conversation sur le haut de votre écran, donc n'hésitez pas à y poser vos questions et à consulter les réponses qui y seront apportées au fur et à mesure par nos chatteurs experts métiers. Donc, nous consacrerons de toute façon une vingtaine de minutes à la fin de cette webconférence pour répondre oralement à quelques questions supplémentaires. Attention, cependant, je précise, à veiller à ne pas communiquer d'informations personnelles dans vos questions, puisque, comme je vous le rappelle, le webinaire sera enregistré. Donc, voyons maintenant les thèmes que nous allons évoquer ensemble aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous présenter vos interlocuteurs en termes de protection sociale, puis nous aborderons avec Pascal les différents régimes fiscaux applicables, l'assiette de vos cotisations sociales. Ensuite, nous entamerons une grande partie consacrée au recouvrement de vos cotisations sociales et qui comprendra notamment l'exonération ACRE en début d'activité, le calcul de vos cotisations et les modalités de déclaration de vos revenus et de paiement de vos cotisations. Puis, nous vous présenterons avec Francis votre protection sociale proprement dite en tant que travailleur indépendant. Et puis, nous évoquerons ensuite rapidement les aides à la création et nous finirons avec les formalités pour devenir employeur. Donc, commençons donc par identifier vos interlocuteurs pour votre protection sociale. Donc, tout d'abord, il faut garder à l'esprit que si nous, URSSAF, vous réclamons… Alors là, si la personne qui a ouvert son micro pouvait le fermer, puisque c'est très, très désagréable d'entendre un bruit de fond. Donc, je reprends. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que l'URSSAF aussi a une mission de service public, donc de protection sociale, puisque nous réclamons des cotisations sociales dans le cadre de votre activité indépendante, et c'est bien pour vous ouvrir le droit à des prestations sociales qui vous seront reversées selon votre situation par les différents organismes qui composent la sécurité sociale au sens large. Voilà, comme vous le voyez ici, c'est ce que je vous disais. La sécurité sociale, ce n'est pas uniquement l'assurance maladie, elle couvre bien l'ensemble de ce qu'on appelle les risques sociaux, donc la maladie bien sûr, mais aussi la famille, la retraite ou encore la prévoyance. Donc, je vous le disais, l'URSSAF est aussi un organisme de sécurité sociale et sa principale mission, en tout cas la plus connue, va être d'assurer le financement de votre protection sociale en redistribuant en moins de 5 heures vos cotisations sociales aux organismes prestataires, lesquels les reversent ensuite sous forme de différentes prestations sociales à des millions de bénéficiaires. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ce lien très étroit entre vos cotisations et vos prestations sociales, je vous invite à vous rendre sur le site aquaservesleskotisations.ursaf.fr ou encore à vous abonner à la chaîne YouTube L'actu des URSSAF. Donc, identifions maintenant plus précisément vos différents interlocuteurs.
concernant le calcul et le paiement de vos cotisations sociales hors retraite, il faudra vous adresser à l'URSSAF et votre site de référence sera ursaf.fr. Pour tout ce qui a trait à votre santé, ce sera la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, qui va assurer pour vous et vos ayants droit votre couverture maladie. Et vous retrouverez votre compte personnel et une multitude d'informations sur le site amélie.fr. Petite parenthèse à noter que depuis le 1er juillet 2021, vos arrêts maladie sont indemnisés pendant les 90 premiers jours de l'arrêt avec un délai de carence de 3 jours, donc du coup ça fait 87 jours indemnisés par la CPAM. Pour autant, si votre arrêt de travail devait être supérieur à 90 jours, vous devrez l'adresser à la Carpinco pour une prise en charge par le régime invalidité. En effet, vos cotisations et droits retraite et invalidité sont gérés directement par la Carpinco, que vous pouvez donc retrouver sur carpinco.fr. Voyons maintenant avec Pascal le régime fiscal et les assiettes de cotisation. Selon le statut que vous allez choisir et que l'entreprise relève de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, les cotisations vont se calculer d'une manière différente. Le revenu issu de l'activité professionnelle seront toujours des revenus et qui seront pris en compte sur votre compte de travailleur indépendant. Par contre, votre rémunération en tant que mandataire social, si vous êtes parallèlement président d'une CELASU ou d'une CELAS ou autre, sera assimilée à une activité salariée. Si vous exercez à titre individuel et que votre chiffre d'affaires est inférieur à 77 700, vous avez la possibilité d'opter pour le régime spécial du micro-BNC. Il faut se dire que cette limite pour la première année est proratisée au nombre de jours. Donc, on va prendre quelqu'un qui démarre le 1er mars 2024, on prendra ces 77 700 fois 306 jours, puisqu'il y a 306 jours entre le 1er mars et le 31 décembre, qu'on divisera par 365 jours. Et 366 cette année. Oui, merci Laurent, c'est vrai, c'est une année bissextile. Et effectivement, on se retrouve avec une limite à 64 962 €. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont un chiffre d'affaires limité à 77 700 si l'année est complète. Pour tous les autres, ils vont généralement être au régime du réel. Ce régime du réel, c'est effectivement le bénéfice qui est déterminé et ça sera le bénéfice qui servira de base de calcul. Il est déterminé de la façon suivante. On prend le chiffre d'affaires et on déduit les frais, les charges, ainsi que les cotisations sociales et est déterminé ce bénéfice. Deuxième possibilité pour ce travailleur indépendant, c'est d'être au régime de l'URL ou de la SARL. Cette fois-ci, le bénéfice sera toujours calculé, mais ce n'est pas celui-ci qui déterminera la base de calcul, mais la rémunération du gérant de cette URL ou de cette SARL. À ça peut s'additionner ce revenu, cette rémunération de gérant, d'éventuels dividendes, dès lors que ces dividendes excèdent 10% du capital social de cette société. En début d'activité, on va le voir maintenant, il y a possibilité d'avoir une exonération, c'est l'exonération ACRE. Elle court une année complète de date à date. Le montant de cette exonération va dépendre du revenu déclaré l'année suivante du début d'activité. La déclaration se fait généralement entre le mois d'avril et le mois de juin et c'est ce montant qui sera déclaré pour l'année en cours, l'année suivante, qui déterminera si cette exonération est maintenue. Elle sera maintenue dès lors que le revenu de cette première année d'activité sera inférieur à 34 776 €. Il y aura un maintien partiel avec un taux progressif si ce revenu
est compris entre 34 776 et 46 368, qui est le plafond de sécurité sociale. Et dès lors que ça dépasse ce montant-là, du plafond de sécurité sociale, les 46 368, il n'y a plus d'exonération du tout. Les cotisations la première année sont calculées sur une base forfaitaire, ainsi que celle de la seconde année d'activité, jusqu'au moment où vous nous déclarez le premier revenu, le revenu de la première année. À partir de ce moment-là, il y aura un calcul définitif des cotisations de la première année, puis ça aura aussi un impact sur l'ajustement des cotisations de la deuxième année, plus une information concernant les cotisations de l'année suivante, donc dans votre cas, l'année 2026. Mais parlons des cotisations qui sont sur cette base forfaitaire. Cette base forfaitaire est identique pour tous. Pour cette année-là, elle est de 8 810 €. Et sachez que vous pouvez modifier ce montant à la hausse ou à la baisse selon votre situation. Cette modification, cette modulation de cotisation sera également possible en régime de croisière, c'est-à-dire à partir du moment où vous déclarez votre premier revenu. Voyons maintenant les choses de façon un peu plus concrète. Dans le tableau que vous avez sous les yeux, vous voyez que si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE, que vous allez être exonéré des cotisations maladie, indemnité journalière, allocation familiale et retraite de base. Dans la première partie du tableau, ce sont les cotisations qui vous sont réclamées par l'URSSAF. Dans la seconde partie, ce sont les cotisations qui vous sont réclamées par la Carpinco. Donc, vous voyez que pour le côté URSSAF, seules 2 cotisations persistent, c'est-à-dire la cotisation à la formation professionnelle et la cotisation qui est forfaitaire pour la formation professionnelle. Elle est de 116 € pour 2024. La cotisation CSG-CRDS, sur la base des 8 810 €, représente 855 € à l'année. Donc, en gros, la première année, si vous ne changez pas la base de calcul, que vous restez sur cette base forfaitaire, vous aurez à verser à l'URSSAF les 855 plus les 116 € de cotisation. Du côté Carpinco, vous voyez que la cotisation retraite de base, celle-ci, est exonérée et persistent les autres cotisations. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous rendre sur le site de la Carpinco pour avoir plus d'informations concernant vos cotisations retraite et invalidité décès. On va commencer par voir les cotisations les unes après les autres par la cotisation maladie. La cotisation maladie, il y a 3 possibilités de taux. On a un taux qui est progressif dès lors que votre revenu est inférieur à 51 005 €. Et ce taux va de 1,5% à 6,5%. Dès lors que votre revenu dépasse 51 005 €, le taux est fixe et il est de 6,5%. Pour tous les revenus qui sont des revenus conventionnés, il y a également une prise en charge de 6,4% de vos cotisations par la caisse primaire d'assurance maladie. Par contre, si vos revenus ne sont pas conventionnés, là, il n'y a pas la participation de 6,4% de la caisse primaire et s'ajoute à cette cotisation une cotisation additionnelle de 3,25% sur tous ces revenus non conventionnés ou qui peuvent être des dépassements effectivement d'honoraires ou des revenus issus d'une autre activité. Pour être un peu plus concrète sur cette cotisation maladie, on va prendre l'exemple d'une infirmière qui a un revenu de 60 000 € à l'année. Sur ces 60 000 € de revenus, 50 000 € sont issus de revenus conventionnés et 10 000 € sont issus de revenus non conventionnés. Ça peut être, dans certaines circonstances exceptionnelles, des prises en charge ou des déplacements qui n'ont pas été prescrits par un médecin.
Donc, on prendra nos 50 000 euros qu'on multipliera par 6,5%, ce qui nous donne 3 250 euros de cotisation. On va y soustraire la prise en charge de la caisse primaire à hauteur de 6,4%. Donc, encore une fois, 50 000 euros fois nos 6,4%, ce qui donne 3 200. Et si on fait 3 250 moins 3 200, on voit que pour ces 50 000 euros de revenus, on a une cotisation maladie de 50 euros. Par contre, pour les revenus qui ne sont pas conventionnés, là, il n'y a pas cette prise en charge de la caisse primaire et il y a en plus une cotisation additionnelle de 3,25. Donc, si on fait 10 000 euros fois 6,5 plus 10 000 euros fois 3,25, on arrive à un total de cotisation de 325 euros plus 625, donc un total de 975 euros sur 10 000 euros de revenus non conventionnés. Donc, cette infirmière qui aura eu 60 000 euros de revenus aura une cotisation totale de 1 025 euros. Sur les 50 000, on a nos 50 euros et sur les 10 000 euros, on a 975. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas à lever la main et poser une question si l'exemple n'est pas très clair. S'ajoute à cette cotisation maladie la cotisation allocation familiale. Et là aussi, plusieurs taux de cotisation possibles selon la hauteur de votre revenu. Dès lors que votre revenu est inférieur aux 51 005 euros dont je vous parlais tout à l'heure, on n'a pas de cotisation du tout allocation familiale. Et on a un taux progressif dès lors que ce revenu dépasse ces 51 005 euros et n'excède pas 64 915 euros. Ce taux est progressif entre 0 et 3,10%. Dès lors qu'il dépasse ces 64 915, c'est un taux fixe à hauteur de 3,10%. En ce qui concerne la cotisation CSG-CRDS, cette fois-ci, le taux est fixe. Il n'y a pas de entre tel ou tel revenu. C'est un taux fixe qui est de 9,70%, quel que soit votre revenu. La base de calcul, cette fois-ci, n'est pas votre revenu d'activité, mais ce revenu d'activité, plus les cotisations sociales payées au cours de la première année ou de l'année concernée, plus la cotisation formation. En ce qui concerne la cotisation aux unions régionales de professionnels de santé, la CURPS, le taux est un taux fixe, il est de 0,10% et elle est limitée à 232 € pour l'année 2024. Parlons également maintenant de la contribution à la formation professionnelle. Je vous en ai déjà parlé un peu précédemment. Cette cotisation est forfaitaire. Elle représente 0,25% du plafond de sécurité sociale qui, cette année, est de 46 686. Et donc, pour cette année 2024, elle sera de 116 € pour toute l'année. À savoir que l'URSSAF n'est que collecteur de cette cotisation et que si vous souhaitez une prise en charge, c'est le FIFPL, le Fonds interprofessionnel des formations des professionnels libéraux, qu'il faudra contacter pour savoir quelle est la prise en charge à laquelle vous aurez droit. On va parler un peu des cotisations minimales, c'est-à-dire que si vous avez pour une année un revenu de 0 parce que vous avez fait des investissements importants ou vous avez eu de gros frais, il y a une cotisation minimale qui sera à verser. Cette cotisation représente environ 700 € à l'année au global. Il y a une cotisation minimale retraite qui représente 529 € qui vous donne droit à 3 trimestres en retraite. Une cotisation de 56 € d'indemnité journalière qui vous donne droit à ces 87 jours d'indemnisés par la caisse primaire avec un minimum de 20 € par jour. Et il y a la cotisation formation qui est de 116 €.
À savoir que si vous êtes en incapacité d'exercer votre activité pendant plus de 6 mois, il vous est conseillé de contacter la Carpinco parce que vous pouvez demander une exonération des cotisations retraite. Tu nous en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, Pascal, mais quelles sont précisément les modalités de déclaration des revenus lorsqu'on exerce une activité d'infirmier en libéral? Revenons en effet sur la déclaration de revenus. Elle est à faire l'année suivante, donc pour l'année 2024, elle sera à faire entre avril et juin 2025. Elle est à faire auprès du centre des impôts. Ce sera la deuxième année où ce sera auprès des centres des impôts et plus directement auprès de l'URSSAF ou de la Carpinco. Une seule démarche à faire et ça aura un impact sur l'ensemble des organismes, c'est-à-dire que le centre des impôts va transmettre l'information aussi bien à l'URSSAF directement qu'à la Carpinco. Une fois que l'URSSAF aura eu cette information, cela aura trois impacts au niveau du calcul des cotisations, comme je vous le disais un peu tout à l'heure. Ça va calculer de façon définitive la cotisation 2024. Ensuite, ça va ajuster la cotisation 2025 sur ce montant-là et également sur ce document seront précisés également quel sera le montant des cotisations du début d'année 2026 jusqu'à la déclaration de revenus de l'année suivante. Donc, si on est pour 2024 et qu'on est resté sur la base forfaitaire de 8 810 €, si vous déclarez en définitif un revenu plus conséquent, on vous demandera un complément. Si vous déclarez moins, on vous fera un remboursement. Sachez également que vous avez la possibilité sur le site ursaf.fr de faire une simulation de ces cotisations. Donc, c'est relativement simple. Il suffit effectivement d'indiquer le revenu que vous pensez faire et le simulateur va vous calculer le montant des cotisations que vous devriez payer en fonction de ce revenu-là. Merci Pascal pour ces précisions sur le calcul des différentes cotisations, mais qu'en est-il des modalités de paiement? Laurence, il y a deux possibilités sur les modalités de paiement. Au tout début, on laisse de toute façon 90 jours pour payer la première cotisation par rapport au mois de la filiation. Et ensuite, il y a 4 échéances sur l'année. Donc le 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. La deuxième possibilité que je vous conseille vivement, c'est d'opter pour le prélèvement automatique des cotisations mensuelles parce qu'il est beaucoup plus facile de payer ces cotisations en faisant 12 paiements sur l'année plutôt que 4. Et là, vous avez deux possibilités, soit le 5 de chaque mois, soit le 20 de chaque mois. Ça permet effectivement de lisser ces cotisations et de ne pas avoir chaque trimestre une somme très importante à régler en une seule fois. Vous avez cette possibilité d'adhérer au prélèvement automatique en allant sur le site des URSSAF, www.ursaf.fr. Je vais un peu parler, Laurence, du conjoint collaborateur. Le conjoint collaborateur qui participe, le conjoint tout simplement, qui participe régulièrement à l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire ça peut être le conjoint qui, une fois par semaine, fait la comptabilité du cabinet ou qui passe un petit coup de balai tous les jours le soir. Du moment qu'il intervient régulièrement dans le cabinet, il doit obligatoirement avoir un statut. Et il y a 3 statuts possibles qui s'offrent à lui. C'est soit un statut de salarié, soit un statut de conjoint collaborateur, comme je le disais précédemment, ou troisième possibilité, d'être associé. N'hésitez pas à prendre contact avec la Carpinco
pour connaître les possibilités d'adhésion du conjoint collaborateur et quelles seront les cotisations qui seront calculées en fonction du choix d'options qui se présenteront à lui. Donc, concernant votre protection sociale, on l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir différents interlocuteurs selon votre besoin. Mais en quoi consiste concrètement la protection sociale d'une infirmière ou d'un infirmier, Francis? Alors, donc là, on est vraiment dans le concret, dans l'autre versant. Une fois qu'on a versé ces cotisations, à quoi vont-elles servir? L'assurance maladie a pour mission de redistribuer effectivement tout cet argent qui est collecté au travers de prestations. Alors, je pense que c'est quelque chose dont on vous a déjà fait part lorsque vous avez pris vos fonctions, que vous avez certainement eu votre rendez-vous d'installation. Alors, les professionnels de santé, donc de quelque spécialité qu'ils soient, sont tous rattachés à ce qu'on appelle le régime obligatoire des PAM, donc les professionnels et auxiliaires médicaux conventionnés. Donc, on insiste sur la notion de conventionné. Pour toutes ces catégories de professionnels de santé, le remboursement des soins courants, c'est-à-dire les consultations, les visites, la pharmacie, les soins de kiné, de laboratoire, j'en passe et des meilleurs, sont tous remboursés au taux du régime général, c'est-à-dire des taux qui varient entre 15 et 70%. En cas d'hospitalisation, c'est 20% de la facture d'hospitalisation qui reste à la charge du professionnel de santé. À ce stade-là, nous, Assurance Maladie, on parle de la nécessité de compléter avec une complémentaire santé. On peut dire que quelques euros qui sont perdus sur une consultation ou sur un peu de pharmacie, ça ne pose pas problème. Mais quand on parle de 20% d'une facture d'hospitalisation, les sommes peuvent de suite être plus conséquentes. Et donc, il y a nécessité, effectivement, pour vous, tout comme pour un salarié, effectivement, de bien se prémunir de l'ensemble de ces risques. En cas d'incapacité de travail, et donc c'est nouveau, Laurence l'a souligné en début d'intervention, depuis juillet 2021, l'assurance maladie sert des indemnités journalières en cas de maladie, ce qui n'existait pas préalablement. Alors en cas de maladie, on a effectivement, on peut passer à la diapositive suivante. Non, c'est encore, est-ce qu'on a un mauvais ordre? Encore la suivante, et puis encore la suivante. On en passe deux. Voilà, encore. Et voilà. Donc, en cas d'arrêt de travail pour maladie, vous avez droit effectivement à 90 jours d'indemnisation qui peuvent être pris d'un bloc ou alors effectivement qui peuvent être fractionnés en petits arrêts de travail répétitifs. Dans tous les cas, il y a 3 jours de carence qui sont retenus et dans l'hypothèse effectivement où ce sont des petits arrêts de travail qui interviennent, le délai de carence sera retenu sur chaque arrêt de travail. Et enfin, comme ça a été précisé également, au-delà de 90 jours d'indemnisation, c'est la Carpinco effectivement qui prend le relais. À ce sujet-là, il est important de préciser qu'il n'y a pas surtout pas nécessité ou obligation de rompre vos contrats de prévoyance que vous avez souscrits. Il faut bien les conserver parce que les prestations qui sont servies par votre assureur dans le cadre d'une incapacité de travail viennent se cumuler avec les prestations qui sont servies par l'assurance maladie. Et enfin, dans la dernière loi de finances de la sécurité sociale, il y a un amendement qui a été mis, qui est en cours d'être mis en œuvre, c'est-à-dire que ces 90 jours d'indemnisation peuvent être reconduits pour une nouvelle période de 90 jours. C'est-à-dire qu'au total, vous allez prochainement vous retrouver avec 190 jours d'indemnisation possibles au titre de la maladie. Il reste encore à définir les conditions dans lesquelles ces 180 jours peuvent être définis. Donc on voit bien qu'il y a une volonté du ministère de la Santé d'améliorer la protection sociale des professionnels de santé parce qu'eux aussi sont exposés à une multitude de risques. Voilà. Si on revient un peu en arrière maintenant de 2 diapositives, un autre point, je pense, sur lequel votre vigilance a été attirée au moment de l'installation, c'est l'importance de vous prémunir pour l'accident de travail. Donc, ce ne sont pas des cotisations obligatoires pour vous, ça reste facultatif. Vous avez la possibilité, soit dans le cadre de votre contrat de prévoyance, de vous prémunir aussi pour le risque professionnel. Si ce n'est pas fait, l'assurance maladie a l'obligation aussi de proposer un contrat. Donc, c'est ce qu'on appelle une assurance volontaire accident de travail. Alors, si vous ne souscrivez rien,
admettons qu'il n'y ait rien du tout. S'il vous arrive quelque chose, alors qu'est-ce qu'on entend déjà par accident de travail? C'est tout ce qui peut se passer pendant la dispensation des soins. Alors, je prends l'exemple tout simple, vous vous piquez malencontreusement avec une seringue. C'est surtout dans votre profession aussi les accidents du trajet, quand vous vous déplacez au domicile des patients. Alors, ça peut être l'accident de circulation, vous pouvez glisser sur un escalier en hiver qui n'aurait pas été déneigé, ou alors de plus en plus, ce sont aussi toutes les agressions auxquelles les infirmiers sont mis à épreuve. Donc ça peut être l'agression d'un patient, l'agression d'un animal au domicile du patient, et ainsi de suite. Et puis enfin, dernier point, ce sont les maladies professionnelles. Qui peuvent effectivement survenir. Donc, si dans l'absolu, vous estimez que vous êtes né sous une bonne étoile, qu'il n'y a pas besoin de vous prémunir plus que ça, bon, on peut l'entendre, hein, et on croise les doigts pour que ce soit le cas. Si vous ne prévoyez rien, si jamais il vous arrive quelque chose, contrairement à ce qui est souvent rapporté sur les réseaux sociaux, vous serez toujours indemnisé par défaut au titre de la maladie. Donc, ni les soins, ni l'arrêt de travail ne restera à votre charge. Par défaut, puisqu'il n'y a pas d'assurance spécifique, ce sera toujours pris en charge au titre de la maladie. L'idée, c'est de mieux vous assurer, et donc là, on peut passer à la slide suivante. L'idée, c'est de mieux vous assurer, et l'assurance maladie, ce qu'elle propose, c'est donc une prise en charge à 100% de tout ce qui est soins et de tout ce qui est hospitalisation. Alors là, vous allez me dire, finalement, entre la part obligatoire qui est payée et la part des complémentaires santé, j'arrive aussi à un 100%. Oui, tout à fait d'accord. Là où ça devient plus intéressant, c'est si vous avez une incapacité de travail liée à un accident de travail, que vous reprenez le travail, mais plus dans les mêmes conditions, cette assurance volontaire accident de travail va vous permettre de percevoir mensuellement et à vie une rente. C'est-à-dire que le médecin conseil va déterminer à l'issue de la période d'incapacité un taux d'incapacité associé à des règles de calcul. Ça va permettre de vous indemniser pour le préjudice que vous subissez. Et puis enfin, dans le dernier cas, le pire des cas, en cas de décès, l'assurance maladie prendra en charge l'ensemble des frais funéraires. Et si la personne devait avoir à sa charge au moment du décès des ayants droit, ces ayants droit bénéficieront d'une rente de survivant. Voilà. Alors, cette assurance volontaire au niveau de l'assurance maladie, donc vous pouvez la souscrire à n'importe quel moment. Donc, il suffit de vous adresser en caisse primaire. Contrairement aux cotisations qui sont versées à l'URSSAF et à la Carpinco, ces cotisations ne sont pas indexées sur votre chiffre d'affaires. C'est vous qui allez déterminer au moment de la souscription le montant sur lequel vous voulez verser ces cotisations. Et ce montant peut être ajustable à tout moment, soit à la hausse, soit effectivement à la baisse. Voilà pour ce qui était accident de travail. Donc on en revient, alors désolé c'est un peu décousu, à l'indemnisation. Donc, on a une indemnisation pour la maladie. L'autre grand versant des indemnisations, c'est quand un enfant arrive. Alors, pour la future maman, il y a effectivement tout un dispositif qui est prévu, avec tout d'abord une allocation forfaitaire de repos maternel. C'est une allocation qui est un peu plus de 3 600 € en 2024. Elle est versée en 2 temps. 50% sont versés au premier jour du 7e mois de grossesse. Et les 50% restants sont versés au moment où vous allez nous adresser votre certificat d'accouchement. On a le congé de maternité à proprement parler, hein, qui va dépendre effectivement du nombre d'enfants qui sont déjà nés et du nombre d'enfants à venir. Ce congé de maternité, il est indemnisé sur un montant qui est fixé par arrêté ministériel et il est pour 2024 un peu plus de 63 €. Voilà. À ce congé de maternité, peut-être rajouter un congé pathologique, qui a été augmenté aussi, il était initialement de 14 jours, il est aujourd'hui de 30 jours, que vous pouvez prendre avant le congé de maternité, donc avant le congé prénatal, donc avant la naissance de l'enfant, ou alors que vous pouvez fractionner 15 jours avant la naissance de l'enfant, et puis 15 jours que vous pouvez rajouter à la fin du congé de maternité. Bien entendu, il y a un congé d'adoption, dans le cas où effectivement vous adoptez, donc la même allocation de repos forfaitaire maternel, et puis un congé d'adoption également. On n'oublie pas le papa, avec un congé de paternité et 20 jours supplémentaires dans le cas où l'enfant devait être hospitalisé dès sa naissance.
ça c'était pour effectivement les indemnisations. Le point suivant, alors vous allez retrouver effectivement la synthèse sous 2 tableaux avec effectivement les prestations qui sont servies par chaque organisme et les différents intervenants, sachant que pour l'assurance maladie, tout ce que je viens de vous dire, vous le retrouvez sur le site de l'assurance maladie en vous connectant comme professionnel de santé, vous prenez la rubrique infirmier et vous retrouvez effectivement toutes ces informations en ligne. Bien entendu, s'il y a des questions, je peux y répondre, sinon on peut continuer. Il y a le chat, donc de toute manière, vous pouvez les poser dans le chat et je pourrai y revenir ultérieurement. Un autre point important qu'on n'aborde pas assez, c'est effectivement l'installation en libéral et surtout, depuis 2020, la notion de régulation des installations qui est intervenue sur l'ensemble du territoire national. Alors, pour ceux qui sont remplaçants aujourd'hui ou pour ceux qui sont installés et qui voudraient changer et qui effectivement ont un doute sur effectivement quel est le lieu qui serait le plus approprié pour vous installer, l'assurance maladie propose un service d'études de marché, donc ça s'appelle Rezone, où effectivement on peut étudier l'activité sur un secteur géographique déterminé et le comparer par exemple à un autre secteur géographique. On va voir effectivement qu'est-ce qui est le plus pertinent. Donc ces études de marché font ressortir le profil de la population qui vit sur ce secteur. Ça fait aussi ressortir l'activité des professionnels de santé de votre catégorie qui sont installés sur ce secteur, donc leur tranche d'âge, la répartition homme-femme, donc à savoir est-ce que finalement c'est des infirmiers qui sont proches de la retraite avec des cabinets à reprendre ou est-ce que ce sont des infirmiers déjà plus jeunes qui sont installés récemment. On indique le chiffre moyen du chiffre d'affaires pour savoir effectivement est-ce que l'activité est viable ou non et ainsi de suite. Voilà, donc c'est des éléments qui peuvent être utiles à tout moment et c'est des éléments qui peuvent vous servir aussi éventuellement à justifier d'un prêt auprès d'un organisme bancaire en disant voilà c'est vraiment pertinent de s'installer sur ce secteur-là parce qu'il y a une carence, il y a une demande de soins importante et que forcément le chiffre d'affaires sera au rendez-vous. Voilà. Si il y a des participants de tout le Grand Est, si vous êtes intéressé par ces études de marché, il suffit de prendre attache avec votre CEPAM de rattachement. Pour la CEPAM du Bas-Rhin, j'ai mis l'adresse mail à contacter, donc c'est installation67@assurance-maladie.fr. Voilà. Vous dites simplement que vous souhaitez une étude de marché, vous laissez un numéro de téléphone et dans les 48 heures, on reprend attache avec vous. Alors, vous avez une idée de où vous voulez vous installer, mais finalement, est-ce que vous pouvez vraiment vous installer sur ce secteur avec effectivement la régulation de soins qui intervient depuis peu? Pour retrouver toutes les informations par rapport justement à cette cartographie, par rapport aux aides et aux exonérations fiscales qui peuvent vous être accordées, il y a un seul endroit, c'est le portail d'accompagnement des professionnels de santé. Donc en fait, c'est sur le site de l'ARS Grand Est. Vous cliquez simplement PAPS Grand Est. Vous retrouvez cette page d'accueil en première partie. Vous dites que vous êtes infirmier. Vous cherchez les aides individuelles. Vous avez le choix entre les aides à l'installation. Donc, c'est les aides qui sont versées quand vous décidez de vous installer sur un secteur dit sous-doté ou très sous-doté, donc où il y a une carence en infirmiers. Et puis d'un autre côté, c'est les exonérations fiscales et les autres aides que vous pouvez ponctuellement percevoir par l'agence régionale de santé. Voilà, donc en dessous, vous avez le lien auquel vous aurez directement accès à cette page. Très concrètement, voilà. La même chose, hein, Francis, je t'interromps juste, mais donc les URSSAF du Grand Est sont au centre de gestion PAM aussi pour d'autres départements, notamment du sud de la France. Donc bien évidemment, ces informations-là, vous avez le pendant dans vos régions et vos départements propres. Hein. D'accord. Donc, ça, c'était effectivement comment retrouver l'information. Maintenant, qu'est-ce qui se passe effectivement sur le Grand Est? Donc, cette carte, c'est la cartographie de 2020. C'est le zonage qui est opposable effectivement depuis octobre. Et donc, on voit que plus la couleur tire vers le jaune et vers le brun, plus effectivement, c'est des secteurs qui sont tendus. C'est-à-dire que sur les secteurs qui sont bruns, il n'y a aucune installation qui est possible. Ce sont des secteurs qui sont, on dit, régulés. Voilà. Et plus, effectivement,
on intervient sur l'intérieur du territoire national, plus on voit qu'effectivement le secteur est un peu plus clairsemé, voire effectivement très sous-doté quand on va vers Reims ou quand on redescend vers les Vosges. Voilà. L'idée de la régulation, c'est pas simplement de dire on vous interdit de vous installer sur tel ou tel secteur. Voilà, donc on va y revenir dans un instant. L'idée, c'est aussi de dire, voilà, quelqu'un qui n'aurait pas d'attache, qui serait prêt à bouger quelque peu, c'est de l'inciter financièrement à aller sur des secteurs qui seraient réputés moins pourvus. Et donc, alors, on peut juste un peu rester sur la carte, pardon. Voilà. Et donc, les secteurs, effectivement, qui sont régulés, c'est les secteurs que vous voyez en bleu ou en bleu foncé. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on propose comme aide? Alors, il y a différentes aides qui sont proposées, du coup, sur ces secteurs-là. Donc, on peut passer à la slide suivante, voilà. Lors d'une première installation, voilà, vous vous installez la première fois en libéral et vous décidez d'aller sur un secteur qui est effectivement très sous-doté, l'assurance maladie vous proposera de vous accompagner financièrement sur ce secteur dès lors que vous vous engagez à rester au moins durant 5 ans sur ce secteur. Et donc, si vous restez 5 ans sur ce secteur, vous bénéficierez d'une somme de 37 500 € qui vous sera versée sans avoir à justifier après de l'utilisation de cette somme. On ne vous verse pas cette somme en disant voilà, il faut la réinvestir dans votre cabinet infirmier, il faut la réinvestir dans une nouvelle voiture ou ainsi de suite. Non, on incite vraiment à aller effectivement sur ce secteur-là. Et après, effectivement, cette dotation, vous en faites ce que vous en voulez. Voilà. Et puis, effectivement, il y a aussi une participation si vous accueillez des stagiaires à hauteur de 150 € par mois. Si quelqu'un est installé sur un secteur géographique, que cette cartographie intervient et qu'effectivement il se retrouve sur un secteur qui serait réputé très sous-doté, il peut bénéficier d'une aide à l'installation, donc lui aussi, à hauteur de 27 500 €, toujours sur 5 ans. Quand on arrive au bout de ces 2 contrats, si la personne reste installée sur ce secteur-là et qu'au bout de 5 ans, cette zone-là est toujours classée comme étant très sous-dotée, elle peut bénéficier durant 3 années renouvelables d'un contrat dit de maintien sur ce secteur-là, qui sera effectivement d'une rémunération de 3 000 € par an, avec toujours effectivement une participation en cas d'accueil de stagiaires. Alors à nouveau, ces contrats-là sont gérés par l'assurance maladie, donc selon les caisses primaires, c'est un peu organisé différemment, mais il suffit de prendre attache avec votre caisse primaire et effectivement, on vous reliera au service compétent. Pour la CEPAM du Bas-Rhin, je vous ai mis l'adresse mail du service en charge de valider les adhésions et de procéder au paiement de ces rémunérations. Donc pareil, ces personnes-là sont à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet-là. Maintenant, l'autre versant qui est un peu plus compliqué, c'est si vous voulez vous installer, mais sur une zone qui est réputée non prioritaire, c'est-à-dire une zone qui est surdotée. Donc là, depuis octobre 2020, il ne peut plus y avoir de nouvelles installations sur un secteur réputé surdoté si préalablement, il n'y a pas eu un départ préalable d'une infirmière. Donc on a plusieurs cas de figure. Si dans un cabinet de soins, on va prendre un cabinet de soins avec 3 infirmières, il y a une des infirmières qui part à la retraite, effectivement, son départ à la retraite pourra être remplacé. C'est ce qu'on appelle un 1 pour 1. Un départ pour une arrivée. S'il n'y a pas de départ préalable, il ne peut pas y avoir de nouveau conventionnement. Ce qu'il faut simplement faire attention dans ce cas de figure, donc quand il y a effectivement un départ préalable ou quelqu'un qui ne veut plus être libéral et qui veut plus être collaboratrice par exemple et reprendre le statut de remplaçante, là ça fonctionne aussi, quelqu'un qui repart sur du salariat, c'est que le remplacement de la personne qui s'en va du cabinet de soins doit intervenir impérativement dans les 6 mois qui suivent ce départ. Si le remplacement n'intervient pas dans ces 6 mois, la place, elle est perdue. C'est-à-dire que ni le cabinet de soins, ni un autre cabinet de soins qui serait sur ce secteur-là ne pourra prétendre à cette place. Elle sera tout simplement perdue pour tout le monde et donc ça fait du fait un infirmier en moins, un conventionnement en moins sur ce secteur-là. Donc bien, comme dit, seul point de vigilance, ce délai effectivement de 6 mois.
Après, on a aussi des demandes de dérogation qui sont possibles en fonction de certaines situations de la vie. Si effectivement il y a une notion de un conjoint, un enfant ou un descendant qui est malade, l'infirmière peut argumenter sur ce fait-là pour recruter un nouveau collaborateur. Le changement d'adresse professionnelle, le changement de statut juridique, c'est-à-dire que si une personne se sépare, divorce de son conjoint, que le cabinet infirmier était par exemple dans son lieu de vie et qu'effectivement elle est obligée de partir de ce lieu de vie, le motif de la séparation peut être effectivement un motif dérogatoire pour formuler une demande. La particularité des dérogations, c'est que la commission paritaire qui va examiner la demande n'a pas besoin d'avoir de place de disponible pour accéder à la requête. Les dérogations sont accordées simplement sur présentation d'un dossier, mais il n'y a pas besoin d'avoir de place de disponible à ce moment-là. Si le dossier est complet, la commission donne son avis. Si c'est un avis favorable, le conventionnement intervient. Donc c'est là où l'assurance maladie vous accompagne, autant pour vous renseigner sur effectivement les modalités pratiques, constituer votre dossier, l'amener en commission paritaire, la commission rend un avis et le directeur de l'organisme peut ou non suivre cet avis. Donc si je prends l'exemple de la CEPAM du Bas-Rhin, pour le moment, notre directeur a toujours suivi depuis 2020 tous les avis qui ont été rendus par la commission paritaire. Donc tous les dossiers de 1 pour 1, c'est-à-dire un départ préalable à une arrivée, ont toujours donné lieu à un avis favorable. Malheureusement, toutes les demandes de dérogation à ce jour, et il y en a eu 7 qui ont été formulées depuis 20, ont toutes donné lieu à un refus. Autre chose, un cabinet de soins ne peut plus, s'il est sur une zone de régulation, faire une demande de création de poste. Donc la création de poste, elle n'a pas été reprise dans l'avenant 6 à votre convention nationale. Et donc de fait, si un cabinet de soins est sur une zone surdotée, alors il peut formuler une demande de création de poste en commission paritaire, mais la commission paritaire émettra automatiquement un refus parce que ce n'est simplement plus prévu dans le texte conventionnel. Enfin, je vous ai aussi mis les délais. Donc les délais sont un peu longs, comme vous le voyez. Il y a 45 jours d'instruction du dossier, et 30 jours pour passer en commission, 15 jours pour la notification. Nous, on met tout en œuvre pour réduire au maximum ces délais. Actuellement, une instruction d'un dossier, c'est 1 mois et demi, entre le moment où l'infirmier nous contacte la première fois et le moment où le candidat à la succession aura la réponse de la commission paritaire. Voilà, donc on est arrivé à diviser le temps de gestion par 2. Après, on ne peut pas effectivement réduire plus. Il y a aussi le délai pour les infirmiers de constituer le dossier, pour nous de l'instruire, de le passer en commission. Voilà, donc pareil, s'il y a des questions, c'est vos CEPAM respectives, effectivement les services relations des professions de santé qui sont en charge de cette régulation. Donc il faut directement prendre attache avec eux. Si vous avez des questions pour la CEPAM du Bas-Rhin, c'est la même adresse que précédemment, installation 67, assurance-maladie.fr. Et en l'occurrence, c'est moi-même qui gère ce versant-là et donc je me ferai un plaisir de répondre à vos interrogations. Enfin, la suite, on a parlé beaucoup, surtout effectivement Pascal, de déclaration de vos revenus. On a parlé de revenus conventionnels et de revenus non conventionnels. Je vous ai mis là un petit focus sur tout ce qui est considéré comme une rémunération conventionnelle. Donc vous avez la rémunération à l'acte, c'est les AMI, encore pour peut-être quelques temps, les AIS et le BSI, c'est toutes ces rémunérations forfaitaires, ce sont les majorations et tout ce qui est téléconsultation, télésoins. Donc, c'est tous les bilans que vous facturez dans le cadre du BSI et c'est aussi toutes les aides que vous percevez, donc le fameux FAMI, le Fonds d'aide à l'informatisation des cabinets de soins. Donc, ça aussi, ce montant-là, il est soumis à cotisation au niveau de l'URSSAF, c'est un revenu conventionnel. Ce qui effectivement n'est pas un revenu conventionnel, ce sont les dépassements et ce sont les actes hors nomenclature. Donc il vous arrive des fois de dispenser des soins qui ne sont pas inscrits à la nomenclature. Tout soin dispensé justifie la facturation d'honoraires, mais comme cet honoraire n'est pas inscrit à la NGAP, vous allez facturer les soins
enfin, vous allez facturer ce que l'assuré vous doit, et effectivement, ce sera considéré comme un revenu non conventionnel. Et la dernière partie dont je voulais vous parler un peu, c'est un sujet d'actualité aussi, c'est l'exercice coordonné. Voilà, donc de plus en plus, la volonté est effectivement que les professionnels de santé coordonnent la prise en charge des patients entre eux. Donc, on a tout ce qui est maison de santé pluriprofessionnelle. Voilà, donc, effectivement, ça, à l'origine, il faut qu'il y ait absolument 2 médecins dans cette structure-là. Alors, le projet n'a pas besoin d'être porté par des médecins. Des infirmiers peuvent très bien porter le projet d'ouvrir une maison de santé pluriprofessionnelle. Mais dans leur projet, il faudra effectivement qu'il y ait au moins la présence de 2 médecins. On a les équipes de soins primaires. Et puis, on a ce qu'on a les communautés, je n'y arrive plus, professionnelles territoriales de santé, où effectivement, c'est l'hôpital qui travaille de pair avec le libéral. Voilà. Pareil, pour toute question à ce sujet-là, au niveau de l'assurance maladie, il y a des équipes dans toutes les CEPAM qui sont chargées d'accompagner les professionnels de santé dans la constitution des projets de maisons de santé ou effectivement de coordonner la mise en œuvre d'équipes de soins primaires ou de CPTS. Et donc pour la CEPAM du Bas-Rhin, je vous ai également déposé l'adresse mail où vous pouvez directement solliciter cette équipe-là pour vous accompagner ou pour vous renseigner sur l'une ou l'autre possibilité. Et enfin, pour terminer, quand on parle d'exercice coordonné, on parle beaucoup de la notion de CISA. Donc en fait, la CISA, c'est la nécessité, quand vous êtes en CPTS, quand vous êtes en maison de santé pluriprofessionnelle, d'exercer dans ce qu'on appelle une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Donc en fait, il faut créer une structure avec un statut juridique, ce qui va vous permettre après, donc, enfin pas individuellement, mais ce qui va permettre à la structure de percevoir toutes les aides financières qui sont prévues pour accompagner ces nouvelles structures. Voilà, donc en fait, il y a un gros travail, effectivement, il y a un gros investissement de la part des professionnels de santé pour constituer ces structures-là. Mais après, l'idée du ministère de la Santé, c'est de les accompagner financièrement. Mais il faut, c'est ce que ces équipes des différentes CEPAM vous expliqueront, il faudra, en même temps que le projet, effectivement, procéder à la création de ce type de société. Voilà. Et donc, j'arrête là mon bavardage. Je repasse la main à Guillaume. Alors, je vous ai remis les contacts un peu. Donc, pour nous contacter, bien sûr, il y a la plateforme dédiée aux professionnels de santé, le 3608. Pour la CEPAM du Bas-Rhin, vous avez toutes les adresses mail. N'oubliez pas qu'effectivement, vous avez votre Amélie Pro aussi. Votre Amélie Pro vous permet directement, en utilisant la messagerie qui est sécurisée, d'aller directement vers votre CEPAM, mais en fonction de la nature de la question, elle est relayée directement au service compétent. Et enfin, effectivement, le courriel tout à fait traditionnel que vous connaissez toutes et tous. Merci beaucoup, Francis. Donc effectivement, au moment de la création de votre cabinet ou si votre activité prend de l'ampleur, vous pouvez être amené à embaucher un ou plusieurs salariés. Et donc Pascal va nous expliquer maintenant quelles sont les démarches à accomplir pour devenir un employeur quand on est indépendant. Oui, Laurence, c'est la déclaration du salarié dans un premier temps qu'il faudra faire. C'est une déclaration préalable à l'embauche. Ceci est obligatoire. Soit vous pouvez le faire directement sur le site de ursaf.fr ou sur Net Entreprise. Après cela, il faudra établir une déclaration sociale nominative, une DSN. Ceci se fait en même temps que sur le palier. La fiche de salaire, et pour ça, il faut être équipé d'un logiciel de paye. Donc, généralement, c'est soit un expert comptable, soit un prestataire spécialisé dans ce domaine-là. Autre possibilité qui est offerte aux chefs d'entreprise, c'est d'opter pour le TZ, qui est un service gratuit de l'URSSAF. Ce TZ, c'est le titre emploi-service, c'est l'équivalent pour une entreprise et un chef d'entreprise du CESU pour les particuliers. Grâce à ce service, une seule déclaration pour la déclaration préalable à l'embauche et le contrat de travail
plus des bulletins de salaire qui sont effectués et qui sont émis tous les mois. À chaque fois, il faudra déclarer le nombre d'heures et le tarif horaire du salarié, et que ce soit un salarié, ça peut être une autre infirmière qu'on salarie dans le cabinet, ou ça peut être quelqu'un qui viendra faire le ménage dans le cabinet. Mais effectivement, le début de cette procédure, c'est vraiment la déclaration préalable à l'embauche du salarié. Le paiement des cotisations du salarié se fera également auprès de votre URSSAF pour la protection obligatoire de ce salarié et éventuellement l'impôt sur le revenu qui sera prélevé également à la source. Merci Pascal pour toutes ces précisions. Pardon. Avant de donner réponse à vos questions, puisque comme je vous le disais en introduction, nous allons maintenant passer une vingtaine de minutes à répondre à vos questions. Je voudrais vous solliciter pour répondre à un petit sondage donc qui va apparaître sur votre écran dans quelques secondes et vous invite à nous donner une note, donc simplement en un clic, à la présentation qui vient de vous être faite. Donc je vous remercie par avance pour vos retours. Ça ne va pas tarder. Normalement, vous devriez le voir apparaître à l'écran. Donc, de toute façon, le sondage va rester actif. Donc, comme je vous le disais, maintenant, voici le temps de répondre à vos questions. Donc, vous avez la possibilité soit de poser une question orale en levant la main. Hein, vous avez une petite icône en haut de votre écran, levez la main. Donc, comme ça, vous vous manifestez et vous pouvez nous poser votre question en direct. Soit, comme je vois que vous l'avez déjà utilisé, le fil de discussion, vous pouvez vous poser vos questions à l'écrit. Logiquement, tout ou partie aura déjà reçu une réponse écrite par nos experts métiers. Pour le coup, on les reprendra un petit peu à l'oral hein, pour les partager avec tout le monde. Donc, je regarde juste si... Ah oui, voilà, je crois. Il y a Gilles qui veut nous poser une question à l'oral. On vous écoute. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, merci beaucoup déjà pour cette présentation claire. Moi je suis lorrain, alors je ne suis pas alsacien. C'est un peu dommage juste pour les Lorrains de ne pas avoir tous les contacts, mais on va essayer de les trouver en se rapprochant de nos propres structures. Donc ma question, elle concerne plutôt le paiement des cotisations sociales, URSSAF et Carpimco. Que conseilleriez-vous à un infirmier, ce qui est le cas, qui aurait débuté son activité libérale par du remplacement, donc qui a intégré un cabinet qui tourne très bien, avec un chiffre d'affaires très stabilisé, et qui, au bout de 6 ou 7 mois, repart à zéro en créant son propre cabinet, en devenant titulaire et en ayant des revenus qui sont ramenés à zéro, pour ainsi dire, rien du tout, pour anticiper, pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur l'année suivante, dans un contexte d'ACRE, évidemment. Oui. Dans les deux cas, hein, que ce soit comme vous, quelqu'un qui vous installiez et où il y a une diminution du revenu, ou dans l'autre cas, quelqu'un qui va qui reprend un cabinet et qui tout de suite sait par exemple que l'infirmière qu'il va remplacer faisait par exemple 50 000 € de revenus à l'année. Il est toujours mieux d'estimer son revenu dès le démarrage. Pourquoi? Parce que provisionner des cotisations que l'on ne doit pas, comme c'est votre cas, ou ne
pas provisionner des cotisations qu'on doit, l'année suivante, ça va mettre en difficulté. Donc, dans votre cas, si vous laissez sur une base forfaitaire de 8 000, mais que vous gagnez 0, on va vous demander de payer des cotisations sur 8 000, ce qui risque de mettre à mal votre entreprise et de vous faire verser des cotisations qu'on va vous rembourser l'an prochain. Et une infirmière qui va s'installer et qui va faire le même revenu que l'infirmière précédente qui vient de partir à la retraite et qui restera sur 8 000 €, si elle est sur 50 000 au final, on a bien vu que l'exonération ACRE ne sera plus là du tout puisque le revenu sera au-deçà du plafond d'exonération ACRE et on va lui demander des cotisations relativement importante, plus l'ajustement de l'année en cours. Donc là aussi, ce n'est pas la première année où elle va mettre à mal son entreprise, c'est la seconde, puisque on va lui réclamer des montants très très importants et si l'argent n'a pas été mis de côté, ben, ça risque effectivement de poser un souci financier dans l'entreprise. Donc, essayez d'estimer et sachez que c'est pas parce que là, on est au mois de mars, vous faites une estimation, par exemple, dans votre cas à 0 aujourd'hui et que le bouche à oreille faisant, votre cabinet se développe dans 2-3 mois et que vous n'estimez plus à 0 mais à 5 000, à 10 000 ou à 20 000, vous avez la possibilité d'estimer votre revenu à tout moment et plusieurs fois dans l'année. Hein. Ne le faites pas tous les 15 jours, mais régulièrement, faites un point sur quel est le montant de votre bénéfice et réestimez si nécessaire. Je veux dire, si la différence est de 500 €, ce n'est pas nécessaire de faire une modulation. Mais dès lors que la différence entre les deux montants est conséquente, estimez à la hausse ou à la baisse pour ajuster vos cotisations au plus juste de votre situation. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant. Voilà. Peut-être d'autres mains levées? Alors, il me semblait qu'il y en avait une deuxième, mais je ne la vois plus. Ah bah si, une nouvelle. Sébastien, on vous écoute. Oui, c'est moi. Alors bonjour. Alors moi, j'ai installé mon activité d'infirmier le dernier trimestre de l'année 2023. Donc j'ai eu un échéancier de cotisation URSSAF. Vous pouvez me rappeler sur la base de quel revenu estimé il est fait? En fait, il est toujours sur ces 8 810, hein, mais proratisé au nombre de jours. C'est-à-dire qu'on va calculer, donc si vous commencez le 1er octobre, on va prendre le nombre de jours d'octobre, novembre et décembre. On va multiplier ces 8 810 par ce chiffre-là et diviser par 365 ou 366 selon que c'est une année bissextile ou pas, Laurence. Et donc, admettons que vous démarriez en juillet, en gros, on sera sur 4 000 €, 4 400 €. Si vous démarrez en octobre, on sera sur 2 200. Mais vous voyez, c'est vraiment cette base forfaitaire en fonction du nombre de jours d'activité sur la première année. Donc 8 810, c'est sur une année. Une année complète, tout à fait, avec un début d'activité au 1er janvier. Dès lors qu'on ne commence pas le 1er janvier, elle est proratisée, cette base, au nombre de jours. D'accord, merci. De rien. Et je crois que c'était vous, Sébastien, qui avez posé la question sur la durée de l'ACRE. Par Oui. Écrit, Oui, également, oui. Oui. Donc effectivement, elle part bien du début d'activité, mais il y a peut-être une petite subtilité sur la durée de l'exonération, qui n'est pas forcément de 12 mois. Je te laisse peut-être expliciter ça, Pascal. Tout à fait. Donc, elle va de date à date sur les 12 mois, mais en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est maintenue en fonction du revenu. Donc, admettons que la première année, vous ayez, je vous ai dit dans toutes les premières slides, si votre revenu de la première année d'activité fait que on maintient une exonération totale, de cette date de début jusqu'au 31 décembre, on peut très bien avoir une exonération. Et la seconde année, vous pouvez très bien avoir un revenu beaucoup plus conséquent, par exemple 50 000. Et sur cette deuxième année d'activité, l'exonération tombera.
Donc, par exemple, dans mon cas, sur l'année 2023, donc j'ai l'équivalent d'un trimestre où je serai déficitaire parce que j'ai fait des investissements en termes de revenus. D'accord. Donc là, il y a l'exonération qui est maintenue. Ouais. Et donc, pour la deuxième année, le calcul de l'ACRE, ce sera sur les revenus des 3 trimestres restants ou sur non, sur le revenu de l'année, on tiendra compte du revenu. Donc, l'exonération ira de ce 1er janvier jusqu'à la veille du jour de démarrage. Donc, admettons que vous ayez démarré le 1er octobre, ça sera une exonération jusqu'au 30 septembre. Mais pour savoir si on maintient l'exonération, on va comparer le revenu de toute l'année au 34 776 ou au plafond de sécurité sociale de 46 368. Et donc, après, on calculera le nombre de jours d'exonération et on fera un prorata pour calculer, une règle de 3 pour calculer l'exonération, si elle est maintenue ou pas. Mais on ne va pas vous demander de déclarer le revenu du 1er janvier jusqu'au 30 septembre et le revenu du 1er octobre au 31 décembre. On va bien prendre le revenu complet de la deuxième année. D'accord. Et ces 3 montants-là, le 34 776 ou le plafond de sécurité sociale, donc selon que vous êtes en deçà du premier montant ou entre les deux ou au-delà du plafond de sécu, soit il y a une exonération totale, partielle, ou plus d'exonération du tout dès lors qu'on est au-dessus du plafond de sécurité sociale. Mais je pense que les investissements que vous avez faits risquent puisque généralement, c'est des choses où il y a des amortissements et donc d'impacter également le revenu de la seconde année d'activité. Je ne sais pas encore. Voilà, à voir avec le comptable, effectivement. Ouais. Mais généralement, c'est quand même quelque chose qui ne savent quoi. Quand on investit au démarrage, c'est généralement pour du gros matériel qui est amorti sur 1, 2, voire 5 ans. Ça dépend vraiment du type d'achat. D'accord, merci. De rien. Christelle, oui, Christelle avait aussi une question. On vous écoute. À moins que c'était une erreur. Alors. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Voilà, moi j'ai commencé en mai 2023 en tant que remplaçante. Après, j'ai remplacé du coup la personne parce qu'elle était en maladie et qu'elle a arrêté son fonction en tant qu'infirmière libérale. Et donc, j'ai repris le cabinet avec 3 autres infirmiers. Et moi, ma question, c'était que depuis le début, on me dit de mettre de côté 50% du chiffre d'affaires et après d'enlever les charges. Est-ce que c'est bon? Déjà, quand on vous parle de chiffre d'affaires, les cotisations ne seront calculées sur le chiffre d'affaires que si vous êtes dans la première situation dont j'ai parlé, c'est-à-dire du micro-BNC avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 77 700. Et donc là, peu importe le montant de vos frais réels, on procédera à un abattement fiscal de 34%, donc 66% seront retenus comme étant votre bénéfice, et c'est sur ces 70% que les cotisations URSSAF seront calculées. Et donc, je vous ai donné les taux de cotisation de chacune d'entre elles, et donc, selon l'importance du revenu, vous pouvez très bien avoir un taux de cotisation moindre. On a vu que la cotisation allocation familiale ne démarre qu'au-delà d'un revenu de 50 000 et quelques, je n'ai plus le chiffre en tête, au-delà de 51 005 €. Donc, si vous avez un revenu inférieur à 51 000, en gros, vous n'avez pas du tout de cotisation allocation familiale. Et le taux de cotisation maladie, si c'est que du revenu conventionné,
est relativement faible. Donc, de vous dire de garder 50% du chiffre d'affaires, cela me paraît énorme. Maintenant, est-ce que ces personnes-là vous parlent également du montant de l'impôt que vous auriez à payer également sur ce revenu-là? Donc, est-ce que c'est l'ensemble des charges, mais même sur l'ensemble, 50% me paraît très, très élevé. Peut-être qu'il y a confusion avec le micro-BIC pour les prestations de services, mais en BIC. Oui. Parce que là, pour le coup, l'abattement est de 50%. Je ne sais pas, mais effectivement, je rejoins Pascal, c'est pas très cohérent. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai que depuis le début, moi, je fais comme ça. Mais vous êtes, vous savez déjà si vous allez déclarer au micro-BNC. Je crois que je suis en BNC. Il me semble que j'avais mis ou si vous allez être au réel. Parce que si vous êtes au réel, c'est ce que je vous disais, on va calculer les cotisations sur le bénéfice. Donc, le bénéfice se calcule, généralement, c'est le comptable qui fait le bilan, hein, votre chiffre d'affaires, moins les frais, moins les cotisations sociales. Et c'est le montant issu de ce calcul qui sert de base de calcul des cotisations sociales, aussi bien URSSAF que Carpinco. Donc, il faudrait d'abord savoir si effectivement vous êtes au régime de la micro, donc avec ce chiffre d'affaires inférieur à 77 700 sur l'année, ou si vous êtes au réel et que vous déduisez réellement les frais qui sont engagés. D'accord. Ça va. Ben, merci beaucoup. De rien. J'ai vu dans le fil de discussion qu'Aurélie, elle avait une question un petit peu similaire. Est-ce que du coup, avec ces éclaircissements, vous avez bien reçu réponse à votre question? Parfait, merci Aurélie. Alors, je vais juste remonter voir s'il y avait d'autres questions qu'on aurait oubliées. Donc, l'ACRE, on y a répondu. Est-ce qu'il y a une autre main levée? Je crois que j'ai vu ça. J'ai vu Sophie qui a levé Oui, Sophie, justement, je crois que je lui avais grillé la politesse tout à l'heure. C'est pas grave, bonjour. J'étais déconnectée 2 fois en plus, là, donc voilà. D'accord. Oui, j'avais juste une petite question sur les soins qu'on réalise courant décembre qui nous sont effectivement payés qu'en janvier. Ce chiffre d'affaires-là, il doit être déclaré sur quelle année? Sur décembre, enfin 2023 ou 2024? Mais déjà, tous les exercices fiscaux ne sont pas forcément du 1er janvier au 31 décembre. Donc, si votre Oui, comptable... mais si on n'est pas en société... Moi, je suis en micro-BNC, donc... D'accord, oui, donc c'est la date de paiement. C'est la date de paiement, c'est ça. Donc, j'enregistre sur 2024 et d'accord. Et si j'ai bien compris, donc cette fois, la seule déclaration qu'on a à faire, c'est notre déclaration de revenus. Et il n'y a plus rien d'autre à faire, c'est ça. L'URSSAF et Carpinco sont informés et on n'a rien d'autre à déclarer nulle part. Non, effectivement, il y a des flux informatiques entre la DGFiP et nous, et donc on a l'information automatiquement. Il y a deux volets, le volet social et fiscal à compléter au moment de votre déclaration d'impôt, mais... Oui, d'accord, oui. Ouais, c'est simple. Voilà. Ok, d'accord, très bien. On a l'info automatique et la Carpinco là également. Oui, ok, d'accord, merci beaucoup. De rien. Alors, je reprends le fil de discussion. Donc, Sébastien demandait aussi si le simulateur des cotisations prenait bien en compte les cotisations URSSAF et aussi Carpinco. Oui. Donc, la réponse était oui. Aurélie nous demandait justement, voilà, c'était par rapport à l'application des remboursements des frais de santé. Donc, puisque on disait bien qu'un indépendant est remboursé de la même manière que régime général. Mais là, Aurélie avait une activité mixte, donc à la fois salarié Alsace-Moselle et donc avec le régime local et indépendante. Donc du coup, elle se demandait quel régime allait primer entre le régime général et le régime local. Au niveau du remboursement. On va, ça dépend. Non, ça ne dépend pas. Enfin, versant assurance maladie, pour tout ce qui est remboursement, on va toujours privilégier la situation qui est la plus favorable à l'assuré.
Donc, si on a une activité mixte, que d'un côté, on a effectivement les cotisations obligatoires au régime général en tant que professionnel de santé, mais qu'en tant que salarié, il y a un surcoût de cotisation qui a été versé au titre du régime local, les soins seront remboursés au titre du régime local, les hospitalisations seront prises en charge à 100% puisqu'au niveau du régime local, c'est prévu. Il faudra juste faire attention, si on cesse l'activité salariée pour se consacrer intégralement à l'activité libérale, l'avantage du régime local va cesser du jour au lendemain. Et donc là, il faudra bien effectivement revoir sa couverture sociale au niveau de la prévoyance santé, au niveau de la complémentaire santé. Voilà. Mais d'emblée, c'est toujours la situation qui est la plus favorable à l'assuré en matière de remboursement. Il me semblait qu'il y avait un quota d'heures salariées minima à faire, d'où mon ça dépend. Alors non, alors il y a un quota d'heures minimales à faire, alors, oui, quand on parle d'indemnité journalière. C'est-à-dire que voilà. on va prendre, alors il y a les remboursements des soins courants, voilà. Et puis il y a les indemnités journalières. Comme on a vu, les professionnels de santé peuvent les percevoir. Les salariés perçoivent également l'indemnisation des arrêts de maladie, l'indemnisation du congé de maternité et ainsi de suite. Sauf que pour les assurés, pour les salariés, on se base sur les salaires. Donc on va prendre en compte les derniers salaires pour calculer ce qu'on va leur verser, mais aussi pour être éligible à l'arrêt de travail, il faut avoir justifié d'un minimum d'heures d'activité avant l'arrêt de travail. Si cette condition n'est pas remplie, l'assuré n'aura pas droit à ses indemnités journalières. Voilà. Mais il y a un cumul possible aussi. Si on a une activité mixte, qu'on est en arrêt de travail, forcément on est en arrêt de travail et pour l'activité salariée et pour l'activité libérale. Et donc à ce moment-là, la personne peut percevoir les indemnités journalières pour le compte de l'assuré, pour le compte du salarié et pour le compte du professionnel de santé. Il faudra simplement bien informer la CPAM qu'il y a une activité mixte et envoyer tous les justificatifs, tant en tant que salarié qu'en tant que libéral, pour qu'effectivement le calcul puisse se faire sur les deux versants, mais l'indemnisation se fait sur les deux versants, puisque la personne a versé 2 fois des cotisations, une fois comme salarié, une fois comme libéral. Il est tout à fait logique qu'elle perçoive effectivement 2 fois les indemnités journalières, mais sous réserve que dans l'un ou l'autre des cas, les conditions d'éligibilité à la prestation soient remplies. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Non. Je pense. D'accord. Notre question, donc les indemnités DPC sont-elles incluses également dans le simulateur, du coup, je pense? Alors moi j'avais répondu, vous avez compris si elles sont incluses dans un revenu conventionnel. Mais oui, non, oui, c'était ça, oui, c'était avril. C'était ça, d'accord. Oui, ça y est, je me rappelle au moment où la question a été posée. Oui. Tout ce qu'un professionnel de santé peut percevoir comme revenu, comme indemnisation, comme compensation, comme rémunération forfaitaire de la part de l'assurance maladie. Voilà. Et donc, c'est à vous de les inclure dans le simulateur au niveau du revenu quand vous faites votre simulation sur le site ursaf.fr. C'est à vous d'additionner tous ces revenus différents pour avoir une simulation juste. Et du coup, il y avait aussi une question à laquelle tu as aussi répondu dans le fil de discussion, Francis. Donc, les revenus tirés de la mission au sein d'une CPTS peuvent-ils également être considérés comme des revenus conventionnés? Parce qu'au sein de la CPTS, on intervient comme libéral et donc forcément, l'activité, c'est un revenu conventionnel. Donc après, il y a plusieurs personnes qui nous signalent qu'elles n'accèdent pas au petit sondage. Au pire, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours mettre votre note dans le fil de discussion. Là, j'ai pas vraiment de solution. Donc après, c'était la question d'Aurélie sur la déduction, l'abattement fiscal en micro. On y a répondu. Pareil pour la question de Christelle. Alors là, j'avoue, j'ai plus le contexte. Je crois que les 50% concernent aussi la Carpinco, mais là, j'avoue, Iman, faudra nous contextualiser ça. Iman nous pose aussi la question, pouvez-vous nous expliquer comment passer du régime micro-BNC aux frais réels? Aussi, lorsqu'on est au réel, pour avoir le bénéfice, doit-on faire le chiffre d'affaires moins charge sociale,
URSSAF Carpinco égale bénéfice. Il n'y a pas que moins de charges fiscales, c'est également moins les frais de l'entreprise. C'est-à-dire, si vous utilisez tout le matériel que vous pourriez acheter, l'électricité que vous pourriez consommer, toutes les charges de votre entreprise, que ce soit votre RC Pro, le médiateur de la consommation, tous les frais de votre entreprise sont à déduire du chiffre d'affaires. Oui. Et à l'issue de ces différentes déductions est déterminé le bénéfice, et c'est sur ce bénéfice que sont calculées vos cotisations. Pour changer de régime, il faut en faire la demande auprès du service des impôts avant le 31 décembre d'une année et fournir également l'attestation qui vous sera transmise par la DGFiP à l'URSSAF pour qu'on sache qu'on n'est plus sur un chiffre d'affaires, mais bien sur un bénéfice. De toute façon, de la manière dont vous allez le déclarer aux impôts, c'est de cette manière-là que nous aurons les chiffres qui vont remonter dans nos fichiers. Merci Pascal. Donc, je suis allée au bout du fil de discussion. Je vois encore des mains levées, mais je ne sais pas si c'est de nouvelles. Je pense que ce sont les mains qui étaient levées tout à l'heure qui n'ont pas été rebaissées, mais si jamais, n'hésitez pas à compléter si vous aviez d'autres questions, Sébastien et Christelle. Mais sinon, je pense qu'on a fait le tour. Et questions-réponses. Du coup, on arrive au terme de la présentation. Donc, je voulais simplement encore vous préciser que le réseau URSSAF met à votre disposition des centres PAM dédiés, comme par exemple au sein des URSSAF d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, avec des modes de contact et d'accompagnement qui sont vraiment dédiés pour les professionnels de santé. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Pour le coup, on en a terminé. Donc, merci Pascal, merci. Ah, je crois que je viens de voir un... Oui. Je viens de voir une question de Marie-Cécile. Si on arrête l'activité, doit-on le signaler à l'URSSAF? Comme pour votre affiliation, l'URSSAF sera informé directement. Si vous faites les démarches auprès de l'INPI, le flux partira depuis l'INPI aussi bien vers la caisse primaire que vers le centre des impôts ou la Carpinco ou l'URSSAF. Donc, nous aurons l'information de manière automatique comme au moment de votre affiliation. Voilà. Bon, écoutez, je pense que cette fois, il n'y a plus de questions. Eh bien, merci Francis et Pascal pour l'ensemble des explications. Et puis, merci aussi à toute l'équipe de chatteurs donc, qui ont répondu au fil de l'eau aux questions posées dans la conversation. Et puis, bien sûr, un grand merci à vous tous et tous pour votre attention. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles webconférences. Bonne fin d'après-midi à tout le monde.